En fait, la musique, c'est un sport de riche, a besoin d'argent. J'ai failli mourir après avoir travaillé énormément d'années. On arrive à lever des fonds, on a des super investisseurs, on est tous motivés à démarrer le projet. Et j'ai un accident de voiture. Je passe 3 ans à l'hôpital. On va pas se mentir, pendant un moment donné, je ne croyais plus en rien. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Open Source Show. C'est Monsieur Tony et aujourd'hui on reçoit avec nous une figure emblématique de la musique aujourd'hui. Vous allez voir, il est CEO et fondateur de Tiémé Music, qui est une plateforme de distribution et de production du coup de musique entre l'Afrique, notamment le Ghana et la France. Ils ont produit et distribué des milliers de sons. Vous allez voir au cours de cette interview. On va accueillir Franco Semensa. Bonsoir Franck. Salut Tony, tu vas bien? Bien et toi? Ça va, super. Bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans The Open Source Bah, Show, merci de m'accueillir. dans les locaux d'Ethic. Je rappelle que tu as été un ancien d'Ethic. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici, de voir, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Bah, un ancien de la P 2016, donc salutations à ma promo. Ouais. Et bah, ça fait du bien de voir comment ça a changé. J'ai l'impression que ça a changé dans le bon sens. Plus d'opportunités pour plusieurs personnes. Donc c'est cool. Ok, bah super. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi? Bah, déjà, tu m'as présenté, je m'appelle Franco Zemensa, j'ai 33 ans, ancien étudiant d'éthique, entrepreneur, passionné de musique et de digital, et aujourd'hui cofondateur de la société Team Music, qui est, comme tu l'as dit, une société de distribution, production et d'édition de musique contemporaine, mais principalement africaine. On est présent au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, et on fait les liens entre la diaspora francophone, la diaspora anglophone avec les pays qui sont sur le continent. Ok, bah c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton enfance? Est-ce que tu peux nous dire comment tu étais tout petit? Enfin, Ouais. aujourd'hui, tu es dans la musique, mais est-ce que ça t'a toujours passionné? Enfin, tu étais comment petit? Petit, oui, j'étais passionné de musique. Moi, le tout premier album que j'ai écouté de ma vie, c'est Dangerous de Michael Jackson. Ok, Donc voilà, on a tous été inspirés par Michael Jackson, les danses, les clips, les sons et tout. Et je viens d'une famille un peu de mélomanes avec un E, c'est-à-dire ceux qui aiment la musique. ouais, Aussi, j'ai un oncle qui est, parce que moi je suis d'origine ghanéenne, et on est très fortement lié à la culture Ashanti. Et j'ai un oncle qui nous a toujours appris les musiques traditionnelles, etc. ok. Ma mère chante, ma petite sœur chante, ma grande sœur chante, mon frère rappait, moi aussi j'ai rappé un peu. Ah, Mais voilà, qu'on a toujours eu un lien avec la musique. Mon frère faisait des prods, moi aussi j'ai fait des prods. Donc on a toujours eu ce lien. Ma petite sœur avec qui j'ai confondé Jamie Music, qui s'appelle Charlène, elle fait de la batterie. Bon, moi j'étais pas très bon ni dans le chant ni dans les instruments, mais on va dire que j'ai l'oreille. ouais, Donc j'avais toujours le conseil pertinent, quoi. ok. Et c'était quoi t'as parlé tout à l'heure du coup Michael Jackson comme ton premier album que t'as écouté. Ouais. Plus jeune, c'est quoi tes influences musicales? Je sais pas, qu'est-ce que t'écoutais en dehors de peut-être dans le climat. Aujourd'hui, tu as grandi Ouais. en France. Dans le climat français de l'époque, c'était quoi ce qui te parlait de plus comme style musical? Bah, moi j'ai été très influencé par un de mes oncles, fan de Tupac. Ah, Donc t'es vraiment dans grand. la vibe Ouais, stétoise et tout. En plus, on avait MTV à l'époque, donc c'était Tupac à fond. Mm. Et bah, c'était le rap US, quoi. Et bah, comme mon oncle, il venait du pays, tu vois, il venait du Ghana. Donc il y avait aussi les rappeurs du pays. Et c'est comme ça que moi, je découvre aussi
le hip life, qui est l'équivalent du hip-hop au OK. Ghana, tu vois, on appelle ça le hip life, avec des artistes comme, bon, tu dois sûrement pas connaître, mais Bah, Reggie Rockstone, Obrafour, je suis influencé par ça. Donc en fait, déjà petit, j'ai déjà ce lien entre le rap US avec les Tupac, Biggie, euh, Ja Rule à l'époque, 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, enfin tout ce qui passait sur MTV, ouais, et tout ce que mon oncle il nous ramène d'équivalent, mais du Ghana. OK. Donc ça nous a fortement influencé. OK, et à cette époque-là, tu as parlé le nom du rythme. Est-ce que tu peux me rappeler? Le nom du pardon? Du rythme, enfin, tu as dit l'équivalent un peu du rap, US Ah pour oui, le Ghana. on appelait ça le hip life. Le hip Enfin, ça life? s'appelle toujours le hip life. OK. En fait, pour t'expliquer, nous, au Ghana, on a une musique un peu patrimoine culturel qui s'appelle le high life. C'est le high life qui a un peu influencé, enfin, un peu, qui a clairement influencé l'afrobeat. Et OK. au Ghana, quand ils ont ramené le rap, du coup, le but, c'était de mélanger la culture high life avec, les nouvelles sonorités contemporaines de l'époque, qui était le rap, avec le hip-hop. Donc, ils se sont dit, pour le brander, on va appeler ça on va pas appeler ça le Ghana rap, tu vois, ça sert à Ouais. rien. On va appeler ça le hip life. OK, Donc, en fait, donc c'est un mix un peu entre les 2 univers voilà. Donc, qui se quand rencontrent. tu vois un rappeur qui rappe en langue locale ghanéenne à l'époque, bah, on dit qu'il faisait du hip life, tu vois. Alors qu'il faisait du hip-hop, hein. Ouais, mais Mais c'est comme il y juste avait en le langue, côté ghanéen, pour vraiment dire que c'était ça, c'est un truc qui une vient du identité Ghana, propre. on appelait ça le hip life. Bon, ça s'appelle toujours le hip life, c'est juste que maintenant, c'est un peu devenu le truc à l'ancienne. OK, donc ça le rythme lui-même, en fait, il est resté le rythme à l'ancienne ou il a évolué avec les nouvelles tendances musicales, aujourd'hui la drill Ouais, il notamment, a clairement évolué avec la drill. Bah, tu vois, nous, clairement, quand on est arrivé au Ghana, il y avait une grosse scène drill que justement, avec qui on a beaucoup travaillé. ouais, En gros, nous, quand on arrive au Ghana en 2021-22, tu vois, il y a toute une scène drill qui commence à émerger. Et du coup, pareil, tu vois, on n'a pas appelé ça la drill, ouais, on a appelé ça le Asaka, tu vois. yeah, Et en appelant ça le Asaka, en fait, le Asaka, c'est en verlan OK, du Ghana. En fait, ça veut dire kassa. Et c'est ça, kassa, ça veut dire parler. Mais du coup, c'est un peu un mode, tu vois, quand par exemple tu fais un freestyle yeah, et que c'est à ton tour, on te dit vas-y, kassa, comme tu ça, vois. Mais dead ça. ouais, voilà, tu vois, c'est le même délire. Mais du coup, ils l'ont changé, ils l'ont mis en verlan, ils ont appelé ça le Asaka. Et dans ce mouvement-là, il y avait plein d'artistes. Enfin, ils sont toujours là, mais il y a plein d'artistes, dont J-Bad, Wekenet, Reggie, Koku DMC, Black Sherif, Ouais, Yao Thug. Tu vois, et quand cette scène-là, elle a émergé, Black Sherif, il a fait des feats avec Burna Boy. Yao Thug, il fait des feats avec Stormzy. Wekenet, il fait des feats avec Eddie One. Et tu vois, étant donné que les Ghanéens, on a ce proximité avec la diaspora en Angleterre. ouais, Quand les Ghanéens d'Angleterre ont vu le hip life évoluer avec la drill, qui vient aussi d'Angleterre, tout de suite ça s'est connecté, tout de suite ça a créé des ponts et ça a créé des hits. Tu vois, il y a des sons comme Sorry de so oui, Yao Thug, Second Sermon de Black Sherif, Condemn de J-Bad. Enfin, il y a des hits à, à Saka, tu vois, jusqu'à ce au point que ça devienne une catégorie dans les Grammys. Tu vois, si tu regardes dans les Grammys, Best Performance africaine, ils vont te dire toutes les catégories et il y a écrit Ghanaian Drill. Alors, wow. ils auraient pu écrire Asaka, mais ils ont écrit Ghanaian Ghanaian Drill, drill, histoire ouais, de, tu vois, soit plus vendeur, que ce soit plus reconnu, que ce je soit pense, plus simple à comprendre. ouais. Ouais. OK, bah, c'est assez intéressant Mm. et tu as parlé justement de la connexion qui se faisait entre la diaspora, du coup ghanéenne et les artistes locaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment porté, toi,
tu observes ça aujourd'hui? Moi, Ouais, par exemple, je viens de pays francophones, ouais, je viens du Cameroun. ouais. On voit pas trop ça. C'est quelque chose qu'on voit pas, mais je sais qu'artistiquement parlant, je vais le dire, les pays anglo-saxons ont enfin, ils ont un peu plus d'impact. Mais est-ce que toi, tu sens que c'est vraiment porté, ça commence vraiment à pénétrer le marché, toi qui as cette position-là, toi qui vois, qui produit et tout? Bah, en tout cas, étant donné que si on parle des pays anglophones, ça a toujours été l'élément porteur pour exporter la musique, tu vois. Donc, nous, tu vois, quand je dis nous, je parle des Ghanéens. Ouais, Toutes les générations d'artistes ghanéens ont eu besoin de la diaspora extérieure pour éclore, tu vois. Donc, il y a eu Shatta Wale, Sarkodie, Stoneboy, etc. Au bout d'un moment, ils sont obligés de péter en Angleterre pour avoir une exposition beaucoup plus forte. Et c'est vrai que chez les anglophones, on a ce truc de on aime écouter les choses qui viennent de chez nous. ouais, On aime consommer local. Tu vois, par exemple, au Nigeria, ils ont Nollywood. Au Ghana, nous, on avait notre Azonto local, tu vois. ouais. Euh, on aime consommer local, ce qui fait que on n'avait pas, on n'a pas eu ce truc d'être complexé, entre guillemets, d'être ce qu'on est, à savoir des Ghanéens, tu vois. Nous, quand on est Ghanéens, on va danser à Zonto, on va écouter nos artistes et tout, etc. Les Nigériens, c'est pareil. Ils vont te faire écouter leurs artistes qui viennent d'arriver, etc. Sans se dire est-ce que tu vas trouver ça nul ou pas, tu vois. Ils vont te le faire écouter au point que toi-même tu trouves ça stylé, alors qu'au début, peut-être que t'aimais pas, tu vois. Et peu importe qu'il y ait de la musique d'un autre pays, de la Jamaïque ou du pays même dans lequel tu peux vivre, à savoir en Angleterre ou en France ou aux États-Unis, bah, t'as ce truc de te dire, si toi, tu soutiens pas ce qui vient de chez toi, Ouais. bah, qui va le faire, tu vois. Donc, en tout cas, pour ce qui est, je sais pas pour le Cameroun, mais en tout cas pour ce qui est des Ghanéens ou des Nigériens, que ça reste quand même très similaire dans la culture, ou en tout cas dans la manière d'aborder la culture et de consommer, bah, il y a toujours eu ça, tu vois. Et ça se voit, je pense, je vais peut-être le dire, je suis pas peut-être sûr à 100%, mais ça se voit que c'est des marchés qui se suffisent à eux-mêmes. Comme ça se dit, ils n'ont pas forcément besoin de s'exporter pour faire vivre la musique locale. Je Mm. sais pas à quel point c'est vrai, mais toi, aujourd'hui, quand tu regardes 10 ans en arrière et par rapport à maintenant, est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une évolution au niveau du marché de la musique en Afrique? Ouais, bah après, quand tu dis qu'ils n'ont pas besoin de s'exporter, si, quand même, parce que du coup, le pouvoir d'achat vient de la diaspora. Ce qui fait que, on va dire que tu deviens populaire localement, mais tu deviens bankable en t'exportant avec ta diaspora. Donc, ça fait que tu as toujours besoin d'exporter pour générer assez de cash, en fait, pour pouvoir continuer à produire. Donc, ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a 10 ans, bah, tu vois, il y a 10 ans, moi, à l'époque, j'avais créé une première boîte Ouais, qui s'appelait justement. Jaye. J'allais justement, Et on en reviendra. ouais, Ouais, mais du bah, coup, justement, c'est parce qu'il y a 10 ans, la problématique, c'était comment monétiser localement ces artistes sans qu'ils aient ce besoin perpétuel de devoir s'exporter pour être bankable, tu vois. Et ça, c'était une question, enfin, c'était une problématique qui était très dure à adresser parce qu'il y avait beaucoup de barrières à l'entrée, beaucoup de conditions qui empêchaient ça. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que c'est pas encore parfait, ouais, mais quand même, bah, localement, tu peux être bankable sans avoir à t'exporter. OK. Du coup, on va revenir là-dessus. Je voulais qu'on revienne un peu sur ton parcours à toi. Tu disais que tu étais un geek.
que tu aimais bien geeker et tout. Mmh. Ça se passe comment? Parce que, on le rappelle encore une fois, tu étais du monde de la tech avant. Ouais. Enfin, tu toujours un Toujours peu, un on est peu. toujours dans la tech, Ouais, on la quitte jamais. ouais. Mais par rapport à ton parcours, comme tu as dit, c'était un geek, c'était quoi? Qu'est-ce qui te passionnait, du coup, plus jeune un peu dans l'adolescence? Et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là, par exemple, éthique, avant de lancer Timé, par exemple? Ouais, bah, en gros, moi, par exemple, dans mon quartier, parce que je viens de Sarcelles, dans mon quartier, on était les premiers à avoir un ordinateur, tu vois? Hmm. On était les premiers à avoir un ordinateur, premiers à avoir un PC, premiers à avoir Photoshop, premiers à avoir, les logiciels de vidéo multimédia, les jeux vidéo et cetera. Donc, j'ai grandi, devant mon ordi. Alors, j'avais mes potes, je sortais quand même, Ouais, mais quand je rentrais chez moi, j'étais derrière mon ordi, je je geekais à fond, enfin, tout ce que tu pouvais faire de nouveau. Donc, il y avait les réseaux sociaux, d'avant, genre ouais. Skyblog et tout. C'était Heu, c'était vers quelle année Waouh, quelle année? Ouais, Heu, Ça devait être en, je sais pas, 2004, 2005, 2006. quand même, ça remonte Ouais, quand ça même. remonte, hein. Ouais, Ça remonte. Il y avait les réseaux sociaux de l'époque, il y avait les jeux de l'époque, il y avait, bah, bref, enfin, moi, je m'amusais sur l'ordinateur. Pour moi, c'était un jeu, donc voilà, je m'amusais à faire du graphisme, donc je faisais des flyers pour les gens. mm, Je m'amusais à faire de la vidéo, donc je faisais des montages pour les gens. Je m'amusais à créer des sites internet. C'est ça qui m'a ramené en fait jusqu'à Ethic. C'est que au bout d'un moment, je me suis dit: «Ah, j'aimerais bien faire mon propre site internet», et je me suis, amusé à faire mon propre site internet, et au bout d'un moment, on m'a dit: «Mais en fait, nous, on a besoin de site internet, en fait, donc ouais. comment tu fais?» Alors que, tu sais quoi? Je devais avoir quoi? 15 ans, 16 ans, et je faisais ça, mais pour moi, c'était un jeu, quoi. Ouais, Du coup, même, tout ce que je faisais, je le faisais, je demandais quoi? Je demandais un Y, je demandais 5 €, je demandais 10 €, alors que ça les valait ça les clairement. valait carrément plus, tu Ouais, vois? Donc ouais, c'est ça qui m'a vraiment fait rentrer dans le monde du digital, et c'est devenu une passion, et comme je l'ai toujours considéré comme une passion, ça m'a jamais ennuyé, et c'est pour ça qu'en grandissant, je me suis dit, si cette passion peut devenir un métier, autant que je trouve une formation où je vais pas m'ennuyer, et où je vais apprendre de quelque chose dans lequel je m'amuse. OK. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de devenir éthique, enfin, personnellement, par rapport à toi? Parce qu'on sait que chaque école a sa philosophie. Il y a des écoles qui sont un peu plus, carrées sur certains points ou pas. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans ta formation, Ouais. ou qu'est-ce qui t'a poussé à Bah, à créer autre vraiment, je pense que ma formation à éthique m'a permis déjà de me révéler à moi-même. C'est-à-dire que, là d'où je venais, d'où je viens en fait carrément, on n'a pas forcément la première, ça nous vient pas forcément à l'esprit de se dire qu'on va aller à éthique, de prime abord, tu vois? Par ouais, rapport à nos parcours et cetera, et même en venant de ces environnements-là, en voyant en tout cas à mon époque, ouais, les gens, qui étaient, à éthique, on se sent pas forcément dans son élément. ouais, Donc il faut s'adapter, il faut se challenger, on va se prendre des murs, on va faire des erreurs, mais on va apprendre. Et en fait, moi, en tout cas dans mon parcours personnel, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup fait d'erreurs, j'ai beaucoup, bataillé pour entre guillemets, hem, je dirais pas me faire respecter, mais surtout pour entre guillemets aller au bout de ce que moi personnellement j'avais envie de faire. Et c'est vrai que, l'environnement éthique m'a permis de, de me révéler. Donc, tu vois, par exemple, au bout d'un moment, ouais. je sais que je fais de la vidéo, je dis à l'administration que je fais de la vidéo, on me permet de faire, les vidéos de remise des diplômes. Au bout d'un OK. moment, il y a des projets qui rentrent. Moi, je vois que je suis bon dans la gestion de projet. J'arrive à mettre en place des équipes pour pouvoir
faire en sorte qu'on gagne des projets et que nos projets soient réalisés. Enfin, je te dis ça, là, je pense à un projet que j'ai gagné euh, durant ma troisième année à Éthique. C'était un projet où c'était l'équipe, le journal L'équipe, Ok, qui avait fait une appel d'offres à Éthique, du coup. Il fallait créer un site internet pour le journal L'équipe. Et bon, bah moi, comme je suis passionné de football aussi, tout de suite, ça m'a parlé. On a mis une équipe en place et on a gagné ce projet. Et ce projet, il a été live. donc vous avez C'est-à-dire qu'à fait la un fin, site pour l'équipe, pour le ouais, journal c'est-à-dire qu'à L'équipe. la fin, le site, il était à l'équipe. D'ailleurs, quand je suis rentré, je regardais le Hall of Fame, là, si le mien il était toujours là. Parce qu'on avait gagné le CSS Design Award, on avait gagné un FWA, on Hmm. avait gagné un award, etc. Et ouais, je l'ai vu, il est toujours là, donc ça m'a fait plaisir. Et, et après ça, je fais la junior entreprise. Et après la junior entreprise, c'est là où je me révèle vraiment, où je me dis que j'ai cette capacité à parler aux gens, à vendre des projets, à mettre à l'aise les gens, à trouver les bonnes personnes pour travailler sur les projets. Et bon, on parlait des associations, bah, du coup j'étais à Synergétique. Ouais, Et à Synergétique, j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires ouais, de, de l'histoire de Synergétique. Alors, à ce que sacré je, flex. à ce que je sache, Sacré flex. de Non, ouf. je pense pas qu'ils aient fait mieux depuis. Dites-nous hein, si c'est le Dites-nous cas, dans mais. les commentaires, on va voir. Mais en tout cas, mon record, c'est 110 000 euros Hmm. sur une année où on fait 186 000 euros de chiffre d'affaires. Waouh. Pour l'instant, je sais pas si j'ai été Je, dépassé, je sais mais ça pas, n'a pas été le dites-nous. cas. En tout cas, j'ai pas l'info. Mais du coup, plus je me révèle à moi-même, plus je me dis, en fait, à la cinquième année, je me dis, c'est le moment où, où j'ai assez confiance en moi Ouais. pour savoir que je peux être pertinent dans les équipes des autres, ou tout simplement moi-même créer mes propres choses et trouver les bonnes personnes pertinentes pour travailler avec moi. Et c'est comme ça qu'après, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, et du coup, c'est à la suite de ça que tu lances Yaye. C'est ça. Ok. Et tu as dit que tu suivais la musique et tout était influencé, mais après, pour en tirer un projet, à quel moment la problématique te parle et tu regardes et tu dis là, il y a quelque chose à faire. Bah, le moment où la problématique me part, c'est quand mon oncle il me ramène des nouveaux sons à chaque fois et que je suis en mode mais comment ça se fait que je peux pas les trouver sur Internet? Ok. Comment ça se fait que moi j'utilise Deezer, Spotify et que je peux pas trouver ces artistes-là? Je suis obligé de les télécharger, je suis obligé d'aller sur YouTube, je suis obligé d'aller sur Facebook, les télécharger sur des liens et je me dis c'est pas normal. Et qu'il y a un manque à gagner et que c'est pas parce que c'est l'Afrique qu'on doit rester 10 ans en arrière, etc. Qu'il y a des solutions et qu'on doit, nous, personnes issues de la diaspora, qui avons grandi ici, qui avons eu des formations ici, qui avons les connaissances, on doit pouvoir aussi apporter ces connaissances-là au continent en retour. Donc, je me disais, quelle serait ma valeur si je reste bah, en Europe et que je dis n'importe quoi, je travaille pour Spotify ou une maison de disques ou autre, plutôt que de retourner et d'apporter les, les nouvelles technologies. Alors, Le savoir que tu as, voilà, ce que tu savoir qu'on a observes autour de engrangé toi ici. au service du continent et au service d'une population qu'on oublie en fait. Tu vois. Donc c'est ça qui nous a principalement, enfin moi qui m'a principalement drivé. Et après, bon, bah, je me suis mis avec des associés, on a travaillé. Et voilà, ça nous drivait tous à ce moment-là, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que t'en as tiré, qu'est-ce que t'as appris aux sorties de ce projet? On rappelle, c'était prévu pour être une plateforme Ouais. à Spotify-like, par exemple, Mm. pour la distribution du coup musicale sur le continent africain. Mm. C'est à ce moment-là que tu as vraiment commencé à t'intéresser à l'industrie musicale et commencer à apprendre des trucs. Qu'est-ce que ça t'a Ouais, appris clairement, c'est à ce concrètement? moment-là où j'ai vraiment tout compris. C'est-à-dire que forcément, au début, tu as une idée, tu te dis, ah, ça va être simple. Et en fait, c'est là que tu vois tous les tenants, les aboutissants, les prix, les intermédiaires, les distributeurs, les trucs, etc. C'est même à ce moment-là où je découvre la distribution. Mm. Au début, je me suis dit, ah, ça doit être comme YouTube.
on va upload sa musique sur Spotify et ça va être simple. Carré. Mais après, c'est là que je me rends compte qu'en fait, il y a pas mal d'intermédiaires, il y a les maisons de disques, faut pouvoir les payer, il y a les respects des copyrights, etc., etc. Enfin, c'est vraiment là où je découvre tout. Et encore une fois, j'ai eu de la chance à Haïti qui m'a permis de faire mon projet de 5e année sur mon propre projet. Ok. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma 5e année, mon, mon alternance était dans mon entreprise. Ça veut dire qu'en fait, même si j'étais pas payé, enfin, en tout cas, j'ai fait ce sacrifice-là à ce moment-là, de me dire que j'ai pas envie, et pourtant j'avais des propositions, j'ai pas envie d'aller travailler en entreprise, je vais passer mon alternance dans ma propre entreprise et je vais apprendre et je vais développer mon truc et je vais vraiment le bosser. Et j'ai eu de la chance que l'école a accepté. Et encore, merci. Mais, euh, mais voilà, à ce moment-là, je découvre tout. Je découvre tout, les maisons de disques, les différentes plateformes de streaming dans le monde également, comment ça fonctionne, les prix, enfin la manière dont dont on paye les artistes, etc. Et du coup, j'arrive vraiment à avoir une vision globale de l'industrie. Donc en soi, ce que j'ai appris de cette période-là, c'est vraiment l'industrie de la musique, comment elle fonctionne. Ouais. Et, et une fois qu'on termine ce projet, qui est un projet d'école avant tout, Ouais. bah là, ça devient une entreprise et après, on se met en contact avec des leveurs de fonds. Et pendant 1 an, je suis en incubateur, je travaille le projet, on trouve des investisseurs. Et, et voilà quoi, on Comme passe ça que d'un ça part simple et tout. projet étudiant à une vraie entreprise. Ouais. Et comment tu te documentes par rapport à l'industrie quand tu es une personne externe et que c'est pas ton milieu? On trouve pas tout sur Internet. Comment est-ce que tu vois des gens? Comment tu les trouves, des contacts? Forcément, il y a des situations où tu as dû vraiment aller au forceps pour avoir des gens au téléphone, c'est pas des numéros. Comment tu as procédé depuis l'instant où tu t'es dit, OK, ça c'est un vrai projet, je vais y aller. C'était quoi la procédure pour avoir des infos que tu voulais? Techniquement, savoir ce que tu devais mettre en place, et cetera. Vraiment, moi, étant donné que j'étais un forceur, on va dire, j'allais dans les trucs, portes ouvertes, rencontre avec tel producteur, discussion sur tel sujet. Donc à la fin, en plus comme j'avais un petit côté commercial à la fin, j'arrivais à aller discuter aux gens et à leur vendre mon projet. J'essayais de challenger tout le temps mes idées. Après, forcément, la majorité des informations que j'ai trouvées, bah, c'était sur Internet. Et après, il fallait faire le tri et de voir un petit peu quelles étaient les idées pertinentes pour la société et quelles sont les idées qui pouvaient être utilisées pour le futur, mais en tout cas, connaître. Mais vraiment, la procédure, il y a pas, je dirais pas qu'il y ait vraiment de procédure. J'ai pas de, moi personnellement, dans ce que je fais, j'ai pas forcément de, De framework, ouais, de framework tout prêt. En fait, c'est, j'y vais. C'est-à-dire que le matin, je peux me réveiller, je vais me dire aujourd'hui, faut que je comprenne comment fonctionne la distribution. Je vais me renseigner. Demain, il faut que je comprenne comment fonctionnent les éditions. Je vais me renseigner, etc., etc. Mais j'ai pas de manière de travailler toute faite. Et je préfère ça. Donc, faire cette liberté-là ouais, ouais, ouais. de savoir, tu vois, cette largesse de ne pas être dans une case, C'est mais ça, c'est ça. de procéder comme tu le sens, peut-être au feeling parfois et tout. C'est ça, non, clairement. Parce que aussi, j'aime pas me fermer, comme tu dis, j'aime pas me fermer des portes. Et je pars du principe qu'on peut apprendre de tout le monde. Donc, au final, tu vois, je vais aller au studio et je vais apprendre de quelqu'un au studio, tu vois. Et, et, et oui, donc il n'y a pas de, y a pas de Schéma, des schéma secrets, parfait, petites en fait. formules secrètes. Surtout quand tu crées une boîte et que tu es vraiment tout seul, là, tu es vraiment livré à toi-même et là, tu rencontres aussi la réalité et la solitude de l'entrepreneuriat. Et en fait, pour un peu casser cette solitude, il faut trouver des choses à faire.
Et donc, en fait, tous les jours, tu te dis, faut que je fasse un truc. C'est une hygiène de travail. Mais une fois que tu l'as trouvée, même si elle est un peu farfouillie, c'est ce qui te permet d'avancer, quoi. Ouais, donc il faut te retrouver, tu dois avoir ton propre truc à toi, mais tu dois te retrouver à l'intérieur, Mm. tu dois être clair dans où tu vas. Ce qui nous ramène du coup à la naissance de Tiémé. Mm. Je pense sans ta langue, je sais pas si c'est ta langue, mais je pense en Ouais, langue, sans quelle langue et qu'est-ce que ça signifie? c'est en tui. Bah, avant d'arriver à la naissance de Tiémé, ce qu'il faut pas oublier, enfin, ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans l'histoire de Tiémé, il faut aussi rappeler la mort de, ou en tout cas l'abandon de Djaïé. Tu vois, Ouais, moi, l'abandon de Djaïé, c'est un peu une histoire, entre guillemets, tragique-comique, on va ouais, dire. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu une histoire tragique dans ma vie. C'est dans le sens où, après avoir travaillé énormément d'années, on arrive à lever des fonds, on a des super investisseurs, on est tous motivés à démarrer le projet. Et j'ai un accident de voiture. Et j'ai un accident de voiture en plein bara, comme on dit ouais, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que à ce moment-là, je suis avec un artiste international, Sarkodie. Je tourne des clips avec lui. On va en concert avec lui à Londres, en Angleterre. Il nous dit de venir pour tourner des clips, etc. Donc, on est vraiment dans aussi ce côté networking avec les artistes. Et, et au retour de cette aventure qui était censée aider encore plus à faire avancer le ouais, projet, j'ai un accident de voiture. Ce qui fait que, à la suite de cet accident, j'ai j'abandonne entre guillemets Jaillé parce que il faut que je me concentre sur ma santé. Mes associés récupèrent le truc sans vraiment se soucier de ma santé, mais bon, ça c'est pas grave. Mais c'était moi avant tout, tu vois. Et donc, je passe 3 ans à l'hôpital. ouais, 3 ans. 3 ans, et pendant cette période à l'hôpital, voilà, je sors des tics où j'ai été stimulé intellectuellement pendant des années. Et là, je me retrouve à l'hôpital où je regarde les 12 coups de midi. Et pour moi, c'était plus possible. Donc, au bout d'un moment, je me dis, faut que je me retrouve un truc pour me restimuler. Et là, je commence à faire des prods sur, sur Logic Pro parce que ça me permet de oublier, ça me permet de faire autre chose. Et au fur et à mesure de ma guérison, ouais, un jour, j'ai ce déclic de me dire, mais en fait, tu fais des prods pour des artistes, tu as des artistes qui posent sur des prods, et à la fin, il y a toujours la même question, c'est comment je la mets en ligne. Comment je la mets en ligne? Ouais. Et bah, moi, je suis en mode, bah, je le sais, comment on fait pour le mettre en ligne, parce que c'était mon projet que je voulais, etc., etc. Et donc, encore une fois, je me dis, bon, bah, il y a toujours une offre, il y a toujours une demande. Enfin, je veux dire, il y a toujours une demande, donc il y a toujours une offre. Ouais. Et donc, c'est là que je me dis, bon, bah, pourquoi pas se relancer dans la distrib pour aider ces artistes-là qui, qui n'ont pas de voix et qui ne sont pas entendus à être entendus aux oreilles du monde entier. Et d'où le nom Tiémé, qui veut dire écoute-moi en langue Twi du Tu? Ghana. Ok. Et clairement, Tiémé, c'est un statement, c'est une déclaration, c'est écoutez-moi. Ouais. Et c'est, entre guillemets, la voix des artistes qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas, mais réunis sous l'entité Tiémé, on va faire en sorte que on va vous écouter, Que la voix porte. tu vois. Ouais. Et pour revenir un peu sur ce chapitre un peu douloureux de ton parcours, quand tu es dans cette situation, parce que c'est pas tout le monde qui peut se relever de là, mais quand tu es à l'hôpital pendant tout ce temps-là, c'est quoi ton carburant? Qu'est-ce qui te donne la force de croire encore et de dire là, faut que je me lève, faut que je mette du feu, je peux pas. C'était quoi vraiment ton fuel, ta motivation pendant tout ce temps? Bah, pendant un moment donné, bon, on va pas se mentir, pendant un moment donné, je croyais plus en rien.
Alors, pour moi, c'était fini, tu vois. Ouais. Mais ma motivation, c'était mes, mes accomplissements que, encore une fois, j'ai eu à Éthique et qui m'ont convaincu moi-même qu'en fait, j'étais capable de faire des grandes choses. Et ma famille aussi, heureusement, qui était présente, qui venait me voir, qui me soutenait, qui me disait que ça allait aller mieux. Et aussi cette chance de se dire qu'en fait, je pense que tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma tête fonctionne normalement, quoi. Donc à partir du moment où j'ai tout dans la tête, le reste, C'est on va le, trouver une solution. c'est l'unité centrale, Ah, c'est comme on ça. dit, c'est la carte mère, Et- exactement. Et moi, tant que ça tourne à à 100 à chaque fois, l'heure. tu sais, par exemple, je vais te dire un truc bête, mais à chaque fois que on m'a fait une opération ou un truc comme ça, j'ai toujours dit au chirurgien, vous faites ce que vous voulez, mais mon cerveau, vous y touchez pas, Je tu vois. touchais pas du tout, c'est le processeur, C'est ça ça. bouge pas. Ils me disent, oh, vous inquiétez pas, monsieur, vous inquiétez pas. Donc, en gros, voilà, je savais qu'en gros, ce que j'avais dans la tête, entre guillemets, pouvait être comblé par, voilà, trouver les bonnes personnes. Et à partir du moment où on a trouvé les bonnes personnes, ça peut rouler. Donc, il fallait juste que, à un moment donné, il y ait ce déclic de se dire, OK, on se relance avant avant tout ça, quoi, Avant, avant ouais. de passer à autre chose. Ok. Et j'aime beaucoup ce mindset de se dire, tu vas pas rester, du coup, t'apitoyer sur ta position. Et tu as dit quelque chose qui a résonné en moi, c'est euh, j'ai repensé à ce que j'avais fait, ce que j'étais capable de faire. Parce que ça, on l'oublie souvent quand on se retrouve dans une situation assez compliquée. On se dit, ouais, là, ça peut arriver même lorsqu'on a merdé soi-même. Tu Mm. te dis, ouais, là, c'est compliqué, j'ai foiré et tout. Mais c'est parfois important de regarder derrière et se dire, OK, si j'ai pu faire ça, ça veut dire que je suis pas personne, quoi. Ouais. Je peux faire mieux, tu vois. Et je pense que c'était ça qui te drivait vraiment, Ouais, ouais, vraiment c'est très pendant tout ce important. temps. Moi, tu vois, clairement, éthique, ça, en tout cas, ça avait fait partie des 5 dernières années de ma vie, juste avant mon accident. Donc, je me dis, j'ai créé une boîte, j'ai levé des fonds, je suis allé en incubateur, j'ai été à la junior, j'ai fait ci, j'ai travaillé avec un tel, j'ai vu telle personne. J'étais en studio avec un tel, j'ai fait ci, j'ai vu ça, j'ai fait tel projet, j'ai fait tel clip, j'ai fait ci. Donc, en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais je suis capable. Ouais. Je suis Et quelqu'un. il y a personne qui peut me dire que je suis pas capable Ouais. parce que je l'ai déjà fait. Donc au bout d'un moment, il faut juste se dire que tout est entre guillemets possible. Même si c'est pas facile, hein, c'est un long cheminement. Moi, ça m'a pris 3 ans quand même. Et c'est un long cheminement. Mais une fois qu'on est passé par les chemins un peu dark, une fois qu'on revoit la lumière au bout du tunnel, bah là, c'est un peu plus rassurant. Ok. Donc, vraiment, c'est assez intéressant de t'entendre partager ça et de savoir vraiment c'était quoi la genèse pour en arriver à t'y aimer. Donc, Ouais. écoutez-moi. Maintenant, quand tu crées un label, quand tu commences, tu as la connaissance, comme tu as dit, tu connais le réseau, tu connais la distrib et tout. Maintenant, il faut les artistes. Comment tu les trouves, tes premiers artistes déjà, même à l'époque, du coup, même avant Tiémé, tu as linké avec déjà des artistes. Comment t'es arrivé à toucher ce genre de personnes déjà à l'époque? Euh, Je déjà à rappelle, l'époque, ouais, tu as fait des euh, clips pour Sarkozy ouais, et ouais. tout. Déjà à l'époque, vraiment, c'était forceur. Sarkozy, il descend de l'aéroport. Ouais, je fais des clips. Si t'as besoin d'un clip, tu m'appelles. On envoyait des DM. Tu vas aller au studio. Enfin voilà quoi. Genre, c'était vraiment. On laissait pas respirer les artistes parce que de toute façon, c'était la seule occasion Et de les autres. travailler avec eux. Et ça, c'était, en tout cas, c'était à l'époque, et c'est comme ça, comme quoi ça a marché, parce qu'au Ouais. final, j'ai fait 2 clips pour lui, 2 très beaux clips. Et, récemment, avec Tiemi Music, comment c'est arrivé, c'est qu'avant de lancer Tiemi Music, moi, je m'étais lancé en tant que beatmaker. Donc, j'avais lancé ma petite page et tout, etc. Et les gens, voilà,
les artistes cherchent toujours des prods. Et donc, c'est comme ça que je me plug avec les premiers artistes qui finalement vont devenir les premiers artistes de Team et Musique. Et à ce moment-là, c'est la scène drill qui cartonne. Et donc, moi, je commence à me faire des prods drill et Ok. les mecs posent sur mes prods. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mes tout premiers artistes. Maintenant, avoir les tout premiers artistes à distance, c'est compliqué. Et du coup, j'ai cette chance, encore une fois, de trouver les bonnes personnes avec qui s'associer pour avancer. Et à ce moment-là, moi, j'ai ma petite sœur qui s'appelle Charlène qui a envie d'aller vivre au Ghana. Donc moi, je lui dis, ah, c'est parfait. Parce que du coup, je lui dis, bah, j'ai des artistes ghanéens qui posent sur mes prods et qui veulent me voir, mais je suis pas là. Donc, est-ce que toi, tu peux aller les voir, discuter avec eux? Et je dis, bon, en plus, j'ai ce projet-là de distribution. Bon, pour l'instant, comme tu n'as pas trouvé encore de trucs professionnels là-bas, viens, on travaille ensemble. On voit comment ça fonctionne. Si au bout de 6 mois, 8 mois, un an, on galère, bon, ben, on arrête. Et si ça fonctionne bien, en vrai, go, quoi. Ouais. Et elle y va. Et elle aussi, elle a ce côté un peu. Voilà, elle parle aux gens. Elle est très accessible, très boss, tu vois. Et tout de suite, les gens ils s'accrochent avec elle. Et c'est comme ça que j'arrive à fidéliser les artistes avec lesquels je parle sur Internet. Le fait qu'il y ait une présence physique qui me représente et qui représente la marque, ça permet de fidéliser. Et Ouais. donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir nos premiers artistes, quoi. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a une confiance, il y a une proximité et surtout, il y a un travail. Donc, clairement, c'est ce qui rassure. Et pareil avec Sarkodie. Sarkodie, c'est le travail qui nous a permis de travailler ensemble. Une fois qu'on est là et qu'ils sont rassurés, c'est toujours la même chose en fait. Ouais. Une fois qu'ils sont rassurés, une fois qu'il y a une présence, une fois qu'il y a un travail, tu te poses pas un milliard de questions, quoi. Voilà. Et c'était qui tes premiers artistes, les premiers artistes que tu as Mes produits? tout premiers artistes, Ouais. euh, le vraiment tout premier, celui en plus j'adore parler de lui, c'est un mec qui s'appelle Bistrap KOTM. Beatstrap. Et c'est un mec avec qui on a vraiment démarré. Il a commencé à poser sur mes prods et tout. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, bah écoute, euh, viens, on passe par Thierry Musique pour la mettre en ligne, quoi. Et il dit, ok. Il dit, ok. Et au bout de un, deux, trois sons, fit, le mec, il a un hit. Hmm. Il a un hit qui fonctionne au Ghana qui s'appelle Cinderella, avec tous ses potes du collectif des Asaka Boys. Et nous, c'est comme ça qu'on commence aussi à se faire connaître. Et, après, on en a d'autres qui viennent, mais lui, c'est vraiment spécial parce que c'était Vraiment avec le lui que mec tu qui as arrive commencé. via les prods, qui arrive au moment où ça se structure. Et au moment où ça se structure et qu'on cherche un succès, bah, on arrive à l'avoir avec lui, quoi. Donc il y a lui, après il y a Skyface, SDW, qui a aussi un gros hit au Ghana qui s'appelle Obahema. Et ce son-là, c'était un peu le son de l'année au Ghana. Ensuite, t'as Reggie aussi qui arrive avec Omalinda. Enfin bon, en gros, ça s'enchaîne, quoi. Ouais. Ça s'enchaîne tellement bien qu'on est visible très rapidement. Et, quand tu es visible très rapidement, bah, du coup, il y a des différents partenaires qui commencent à nous solliciter. Et c'est comme ça qu'on comprend encore mieux l'industrie, comment elle fonctionne, pour lever des fonds pour les artistes, avoir des avances, avoir des partenariats, etc. Et, et ouais, hein, c'est eux les Ouais. tout premiers. Et en termes de partenariat, je pense que vous travaillez avec une branche de Sony, si je ne me trompe pas. Le nom, Ouais, je l'ai pas vraiment en tête. l- Le nom, c'est quel organisme et comment vous en arrivez là? C'est eux qui vous approchent? Comment ça se passe pour que ça se mette en place, tout ça? le tout premier, en effet, tout premier partenaire institutionnel qu'on arrive à avoir avec Team Music, c'est The Yorkshire, The Yorkshire. qui est une sous-division de Sony, qui est
un service de distribution. Et c'est l'un des plus grands services de distribution dans le monde. Et en fait, comment ça se passe, c'est que on a les datas sur Spotify qui montent, on a les vidéos sur YouTube qui montent, et eux, ils voient ce genre de choses-là. Donc au bout d'un moment, il y a des personnes aussi avec lesquelles on s'entoure en plus. Une personne à qui je peux passer un coup qui s'appelle Charlotte Farando, qui était également à ESIC et qui a bossé chez Sony et qui nous met en contact avec certaines personnes pour justement présenter Thierry Music à The Yorkshire. Et quand The Yorkshire euh, découvre les artistes qu'on en a, et ils ont une sous-division pour l'Afrique, et tout de suite ça les intéresse. Ouais. Donc, on part sur un premier partenariat où on ramène du coup les Asaka Boys chez eux. Ça reste TV Music, mais en partenariat avec Shard. Surtout parce que ils nous permettent de financer certaines choses que nous, on ne peut pas financer en fonds propres. C'est quoi? C'est des concerts, c'est des tournées, des Non, c'est des déplacements? avances. On te donne une avance et que tu dois rembourser sur les royalties que tes sons vont générer. Mais après, soit tu utilises l'avance pour faire des clips, pour faire les sons, pour faire de la promo. Après, t'en as d'autres qui utilisent l'avance pour s'acheter des voitures et voilà. Mais non, nous, le but, c'est d'utiliser l'avance intelligemment pour qu'on puisse recouper et surtout pour qu'on puisse toujours être en bonne position pour re-être éligible à de nouvelles avances. Ouais. Et c'est ta sœur qui est aujourd'hui à la tête de la division Afrique de Thiémé. Ça se passe comment la collaboration, surtout quand tu es à distance? Comment ça se fait? C'est assez fluide, j'imagine. Et je pense qu'elle doit gérer d'une main de fer, vu comment c'est bien fait. Mais du coup, comment ça se passe la collab au quotidien par rapport à ça? Comment vous gérez? C'est Ouais, des en comptes gros, ma rendus et sœur, tout. c'est la cofondatrice. Donc, en gros, c'est même pas que la division Afrique, c'est worldwide, C'est quoi. le bras droit. C'est C'est. international. Ouais. Et comment ça se passe? On a une très bonne relation. Donc, c'est assez fluide, on partage nos idées, etc. Après, euh, le fait que moi, je sois ici et qu'elle, elle soit là-bas, ça nous permet, entre guillemets, d'avoir chacun nos espaces et pas se marcher dessus. Et surtout, moi, j'ai eu l'aspect euh, corporate, administratif, gestion d'entreprise, comptabilité, etc. etc. Ouais. Et, euh, et même si j'ai l'aspect aussi euh, commercial, aller parler aux gens, etc., bah, de par mon handicap, je peux pas être aussi présente et aussi active qu'elle. Et du coup, elle comble cette, ce, mon handicap, en Ouais. fait, Ouais, justement. un peu comme une Par... extension Exactement. de toi. Donc, c'est elle qui va démarcher, c'est elle qui va parler, c'est elle qui va truc, c'est elle qui va présenter tes musiques. C'est un peu l'image, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, ça nous permet d'être super complémentaires à tous les niveaux parce que du coup, moi, je la soulage sur toute cette partie administrative et moi, elle me soulage sur toute cette partie rencontrer et voyager et voir les gens, rester avec les artistes, faire les clips, aller au studio, etc., etc. Après, moi aussi, je vais au studio de temps en temps quand c'est à Paris. Mais sinon, ça nous permet d'être très complémentaires. Après, tout est une question de bonne communication aussi. Tu vois, les informations, elles passent bien. La gestion du budget, elle est très, très bien faite. C'est ça aussi d'avoir une personne sur place qui connaît le terrain, c'est-à-dire que ça nous évite de tomber sur les mauvaises personnes qui pourraient profiter, Ouais. parce que ça arrive souvent, qui pourraient profiter des gens qui viennent de l'extérieur et se dire on va leur prendre leur argent, etc. Là, on a quelqu'un de l'intérieur, donc c'est compliqué. Et, et surtout, très efficace. Et après, il n'y a pas que ma sœur, il y a aussi toute une équipe qu'on a mis en place Vous êtes combien là-bas. Donc, aujourd'hui on en a une tout? dizaine de Ok. personnes. Ok. Donc, on a des directeurs artistiques, ceux qui sont principalement spécialisés pour la prod, certains principalement spécialisés pour la distribution, d'autres principalement pour l'édition. On a nos social media managers, on a nos ingénieurs du son en interne, on a notre
service client, etc. Enfin bon, on a vraiment toute une équipe, quoi. Ouais. Et justement, c'est pas tout le monde qui connaît comment ça fonctionne l'industrie. C'est quoi le rôle d'un producteur ou d'un organisme comme TMA aujourd'hui concrètement par rapport à un artiste? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos tâches? C'est quoi vos rôles? Qu'est-ce qui vous regarde moins que d'autres? Ou ça dépend? Bref, comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi le mécanisme? Et c'est quoi du coup ton rôle? Bah, ça dépend l'artiste à quel stade il est. Mais en soi, nous, notre rôle, déjà, le rôle principal d'un producteur en soi, c'est d'apporter des fonds. Parce qu'en fait, la musique, c'est un sport de riche, il y a besoin d'argent. Donc, la première chose qu'un artiste va demander d'un producteur, c'est de lui apporter de l'argent. Après, il y a des producteurs qui veulent s'intéresser à l'artistique et qui, du coup, vont devenir des producteurs, un peu directeurs artistiques, qui vont t'aiguiller sur comment faire ta musique, etc. Tu as des producteurs dont ça n'intéresse pas du tout. Ils attendent juste d'avoir mis de l'argent et que Ouais, ça regagne. Mais nous, on est plus justement dans ce côté, pas on va contrôler la direction artistique, mais on veut accompagner le succès. C'est-à-dire que oui, on va investir l'argent, mais on va aussi investir notre temps, on va aussi investir notre réseau, on va aussi investir les personnes qu'on connaît, on va aussi essayer d'être force de proposition, on va faire on va aller beaucoup plus loin que soit simplement donner de l'argent ou justement ne pas aller trop loin dans le contrôle de l'artiste. Donc, en fait, c'est un juste milieu. Mais ça dépend. Il y a des artistes avec lesquels euh, ils nous demandent juste des sous. Mais là, du coup, on n'a pas vraiment le rôle de producteur, on a plus le rôle de distributeur. Et en gros, c'est plus une transaction marketing, ouais. on va dire. Un placement marketing de se dire que voilà, on a telle grosse tête qui distribue chez nous. Et sinon, on a des talents qu'on découvre via du coup la plateforme de distribution que l'on a créée qui nous permet de suivre les datas et suivre les évolutions des nouveaux artistes. Et eux, il y a vraiment un accompagnement avec eux, car on se dit il y a un potentiel et on leur permet de rester dans leur direction artistique. On les finance, on paye leurs clips, comme on a fait avec les Asaka Boys, hein. Ouais. On les finance, on paye leurs clips, on les suit, on les aide à avoir des collaborations dans leurs projets. On organise des concerts en dehors du continent pour eux, etc. Donc on est vraiment très proche. Donc le rôle du producteur, principalement, c'est d'apporter des fonds. Après, c'est toi et comment tu as envie, quel type de producteur Producteur, tu as tu as envie envie d'être. d'être. Ouais. Et justement, j'allais poser la question, est-ce que vous avez un regard justement sur la musique qui est produite ou sur les albums? Vous allez peut-être dire oui, ça a plus, ça on distribue plus. Voilà, ça, tu peux peut-être en vue du marché, tu peux peut-être mettre ça de côté, etc. Est-ce que vous avez un regard à ce niveau-là? Non, on distribue tout type de projet. Pour la distribution, c'est ouvert. Maintenant, si demain, on doit distribuer et investir, là, on va plus regarder est-ce qu'il y a un public, est-ce qu'il y a des streams, est-ce que on va recouper, est-ce que, est-ce que nous, on a intérêt à investir sur ça ou ça. Mais sinon, le droit de regard que l'on se permet d'avoir là-dessus, c'est vraiment un droit de regard business. Là, récemment, on commence à vraiment produire des artistes from scratch. Ok. Mais sinon, historiquement parlant, nos indicateurs de sélection, c'est les datas, est-ce qu'il a des fans, est-ce qu'il est sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il a des hits. Et peu importe le style de musique, ça peut être du rap, comme ça peut être de l'afrobeat, comme ça peut être du gospel, comme ça peut être de la musique traditionnelle. À partir du moment où il y a un public et ça stream, nous, on y Vous va. êtes preneur, Et quoi. surtout que ça vient d'Afrique, entre guillemets, quoi. Donc ça vient du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Kenya, enfin. On a ce truc de prioriser les musiques qui viennent du continent. Ouais. Et justement, j'allais en venir avec ton. Mais avant ça, je voulais te demander pour reparler un peu du coup de Timé, c'était quoi les obstacles
quand vous vous lanciez, c'était quoi vraiment les vraies barrières que vous avez rencontrées pendant la suivi du projet ou encore maintenant? C'est quoi vos obstacles? Comment vous les surmontez? Surtout par rapport au contexte, par rapport à voilà, ce que vous voulez mettre en place. Je dirais pas qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, mais je dirais que fallait prouver. L'obstacle, c'est que enfin, le vrai problème, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'un artiste, quand il vient dans ta structure, il te confie une création, heu, hem, qui lui appartient, qu'il veut défendre et qu'il veut défendre dans des bonnes conditions. Donc, qu'est-ce qui fait que Team et Musique sera meilleur qu'un tel ou un tel ou un tel? Maintenant, faut se vendre, faut convaincre et en fait, bah, le plus dur, c'est d'avoir son premier artiste et d'avoir son premier succès. Mais une fois qu'on l'a, justement, tu deviens victime de ton succès et il y a trop de gens qui veulent venir chez toi et donc ça fait évoluer ton business model. On passait d'un business model, où on était gratuit, où maintenant on doit demander on doit devenir payant alors qu'on n'a pas envie. Mmh. Hem, Pour un peu il y a tamiser, voir ceux qui sont vraiment motivés ou enfin, c'est ceux qui ça, sont ouais. viables comme, Exactement. Il y a aussi du coup, les autres artistes qui sont pas contents, enfin pas contents, mais qui sont frustrés parce qu'ils disent: «Ah ouais, mais vous travaillez avec l'autre, ça marche bien, mais moi, vous vous en fichez parce que ça marche pas». Enfin bon, il y a faut dealer avec tout ce genre de choses. Mais, le plus dur, ça a été d'avoir les premiers artistes qui font confiance et d'avoir les succès. OK. Après, les autres obstacles, qui sont principalement financiers. D'accord, Faut trouver l'argent, faut générer l'argent. OK et du coup pour en venir à ma question, tu as parlé, de l'Afrique, des sources. Tu vraiment, ça sent que tu es vraiment enraciné. Tu parles ton dialecte, par exemple, c'est pas tout le monde, Mmh. même des gens qui ont grandi en Afrique, tu vois? Ça connote d'un certain lien un peu et surtout ton besoin aujourd'hui, ta mission de voilà, faire entendre justement la voix des artistes sur place par rapport à l'Afrique. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport et c'est quoi ta vision par rapport à ça? Tu voyages beaucoup, tu étais en Côte d'Ivoire aussi récemment pour, je sais pas, c'était un festival, je pense. C'est quoi ta vision justement, de l'Afrique par rapport à Team et Musique? Comment est-ce que tu vois l'expansion du truc? C'est quoi ton plan actuellement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en place par rapport à ça, et cetera? Bah, nous, on a une vision, panafricaine, dans le sens où, l'idée, c'est de justement de pas se mettre, de ne pas faire que les langues qui nous ont été, imposées, deviennent des barrières alors que, voilà, on a nos dialectes et normalement, on est censé pouvoir communiquer, tous ensemble. Donc, oui, j'ai eu la chance, grâce à mes parents de, parler, le tui, et aussi en faisant plusieurs voyages, de pouvoir le pratiquer et du coup de le parler, couramment. Hem, mais aussi, par exemple, moi, je suis un Ghanéen qui vient d'un pays anglophone, qui vit en France. Donc, j'ai cette chance de pouvoir être aussi bien confortable dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Donc, en fait, j'ai aucune, barrière sur tous les pays qui sont, en tout cas, anglophones et francophones. Hem, Comment je vois, l'évolution, de Team et Musique, bah, c'est clairement dans cette même logique-là. C'est-à-dire que nous, on a une vision panafricaine, on veut pas qu'il y ait de barrière de la langue, on veut justement permettre à différents pays qui, de temps en temps, ne se parlent pas, ne s'écoutent pas, ne se voient pas, parce que, le Ghanéen, avant de regarder la Côte d'Ivoire ou le Togo à côté, il voit l'Angleterre. Ouais, Alors que, et c'est pareil, l'Ivoirien, il va pas forcément penser au Ghana ou au Nigeria, il va penser à la France. ouais. Alors que, tout autour, il y a différents pays, comme le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et cetera et c'est des pays où c'est des personnes avec lesquelles, bah, musicalement parlant,
il y a des symbioses à faire Oui, il y a des. et qu'en fait, on pourrait créer des choses incroyables en communiquant et en travaillant ensemble. Et aujourd'hui, ça commence à se faire. Est-ce que Donc, clairement, c'est plus ça la vision, c'est de se dire qu'on n'est pas un label ghanéen ni un label ivoirien. On est un label panafricain où n'importe quel artiste de n'importe quel pays peut se sentir valorisé et important dans la structuration de musique. Ok. Et du coup, est-ce que ça arrive que vous organisez des feats entre vos artistes tu dis, ok, voilà, lui il est au Nigeria, lui il est en Côte d'Ivoire, par exemple, on va faire un truc et vous les appelez, dire, voilà, je veux que tu fasses un feat avec un tel, avec un tel. Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous faites Bah oui, souvent ça clairement. volontairement? Bah là, notre titre phare qui a le plus cartonné, il était clairement dans cette logique-là. Donc, nous, enfin, tu sais, on travaille avec l'artiste ivoirien Imra. Ouais, il est dans mon top 5 YouTube musique depuis, je pense, 2 3 ans. En Et- gros, lui, ça fait 3 ans qu'on travaille avec lui. On a travaillé avec lui depuis qu'il a quitté Def Jam. On, l'a, on a commencé à travailler ensemble. Donc, on a travaillé sur la mixtape une fois. On a fait Jeune et Riche. On a fait Jeune et Riche Deluxe. On a fait Big Akafo. On a fait Dashiba Kumba Chekba. ouais. Dashiba Kumba Chekba Dalsim. Et enfin voilà quoi, on a bossé. Et pour en revenir précisément à ta question, tu vois, le titre phare que tu vas trouver sur les plateformes de streaming, c'est clairement une, logique que moi je dirais vision team et musique. C'est-à-dire que le Nigérien, il n'aurait pas forcément pensé à l'Ivoirien, et l'Ivoirien, il n'aurait pas forcément pensé au Nigérien, ou il n'aurait pas forcément pensé à ce Nigérien-là. Et nous, tu vois, étant donné qu'on écoute tout type de musique, Ouais. clairement, le titre number one, Je me souviens pas de ce que j'ai fait, mais je ressens encore tous les effets, ouais. qui est actuellement Number son one. titre le plus écouté sur les plateformes de streaming, c'est clairement Imra qui fait un son au studio et qui kiffe et qui m'envoie un message et qui me dit ouais, trouve-moi un feat. Comme Et, ça, ouais, genre détente. comme ça, si tu trouves, c'est cool, si tu trouves pas, bon, c'est pas grave, tu vois, mais trouve-moi un feat. Et bah, on se met au boulot. Et moi, avec ma petite sœur, je dis tiens, j'ai ce titre avec Imra, il est top. Viens, on trouve quelqu'un. Et du coup, ma petite sœur, elle se met à, à, à activer son réseau, tu vois, et activer les personnes qui seraient chaudes. Et dans cette activation, on trouve Mince, qui est un super artiste Ouais. afrobeat, que peu de gens connaissent, parce que pour je ne sais quelle raison, mais en tout cas, de ceux qui écoutent de l'afrobeat connaissent Mince, tu vois. Et on se dit, ce gars-là, il peut apporter un truc. Et je pense que, enfin bon, c'est pas je pense, je sais que forcément, c'était pas l'artiste qu'on aurait pensé de prime abord, mais finalement, ce qu'il a apporté au titre, c'est vraiment une dimension où c'est l'Afrique qui parle dans un seul titre. Ouais. T'as l'Afrique francophone qui s'exprime à travers Imra, et t'as l'Afrique anglophone qui s'exprime à travers Mince, et à la fin, ça donne un banger, tu vois. Mhm. Donc clairement, oui, nous, des collaborations entre les francophones et les anglophones, nous, c'est des trucs qu'on veut faire. Après, ça peut aussi être des collaborations entre francophones et Oui, la diaspora. ouais. Tu vois, par exemple, bah, on pourrait encore parler d'Imra, euh, que ce soit des feats avec la Mano, Ayana Kamura, Qui était sur son dernier Kershak. album, je pense. Pardon? Qui était sur son dernier album, je Ouais, pense. sur Dashiba, Ouais. sur la réédition. Kershak qui est ivoirien, la Mano qui est ivoirien. Euh, J'en passe, mais voilà, clairement, c'est des choses qui font partie de la vision euh, Thiemé Musique. Et même, tu vois, par exemple, Imra aussi,
On a fait un titre avec le groupe dont je te parle, les Asaka Boys, Mm. qui s'appelle Ganjaman. Ganjama. Et Toutes les go on me, yeah, yo. Ababi, ce sont mes enfants. clairement, ce titre-là, moi, c'est un de mes titres préférés J'ai parce les que gars derrière la caméra qui font que faire Une des fois. signes AX depuis tout à l'heure. j'étais une fois. On est tous des ultras dans le studio aujourd'hui. Ouais, du Dédicace aux coup, ultras. ouais, une fois. Et, et ouais, Gunjaman, c'est clairement un titre full vision team et musique. Imra, il est au Ghana, on lui dit, ah, il y a un tel. Kwaku DMC, il vient au studio, il pose son couplet. Reggie, il arrive, il pose son couplet. Bistrap, il arrive, il pose son couplet. Okenet, il pose son couplet. Ah, le son, il est lourd. Les compositeurs, c'est des Ghanéens. Allez, venons, on clip ça au Ghana, à Kumasi, donc au cœur, au cœur de la naissance de d'où vient le Asaka, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un truc pour la culture, tu vois. Et c'est la drill ivoirienne, le rap ivoire, qui rencontre la drill ghanéenne, tu vois. Ouais. Et pareil, encore une fois, ça devient un banger, tu vois, entre guillemets. Et personnellement, moi, perso, je kiffe énormément ce style musical. Ouais. Et encore plus, les gars le savent, des sons, surtout drill par exemple, mais qui sont chantés en dialecte tu sais, des pays. Par exemple, moi, l'un de mes sons préférés d'Imra, c'est Iborila, clairement. Ah Je, ouais. Bah, personnellement, je ne pourrais pas comprendre ce que, par Ce que exemple, l'enfant noir, il Enfant dit. Noir, il dit, mais je kiffe de ouf. D'énergie. Après, tu as d'autres artistes, tu as d'autres sons, je sais pas, Nessuo du Togo, par exemple. Mhm. T'as vu? Donc, ce mélange un peu, moi, j'adore ce truc un peu de culture pop, hip-hop, Ouais. peut-être rappé en langue et tout. C'est vrai que c'est pas forcément vendeur tu sais, à l'international, mais en vrai, quand c'est bien fait, ça pop, ça. Clairement. Clairement, quand c'est bien fait, ça pop, mais c'est surtout aussi qu'il faut le faire pour la culture. Il faut le faire pour notre propre culture, tu vois. Genre, le son Iborila, moi, Imra, il m'a fait découvrir le Mali. Et, et si c'est pas lui, actuellement, étant donné qu'il est l'artiste principal à hip-hop Afrique francophone, si c'est pas lui qui le fait, il n'y a personne d'autre qui Mais peut le justement, faire, tu vois. c'est quoi l'histoire derrière le son? Il t'appelle, il dit ouais, j'ai un mec Avec ultra l'enfant chaud. noir. Ouais. Ah, ça c'est lui, hein, ça c'est lui tout seul. Mais c'est aussi parce que Imra, il a une très bonne oreille. Imra, demain, en vrai, ça aurait pu être ton directeur artistique. Si demain, Imra, c'est ton directeur artistique, t'es sûr que tu vas péter. Ah, Mais en gros, Imra, il découvre des artistes quasiment tous les jours. Et bah, je sais pas comment il a découvert l'enfant noir, mais il l'a écouté, il a kiffé, il a dit je vais faire un feat avec lui. Il l'a appelé, il a fait un feat. Il est parti faire un concert au Mali. Après son concert, il est parti faire le clip. Et voilà, hein, ça c'est. Il y a des trucs où c'est nous, il y a des trucs, des fois c'est Imora qui fait lui-même. donc vous Et laissez les artistes, ouais, on comme laisse tu les as artistes dit. avoir leur liberté. Ok. Tu vois, on laisse les artistes faire aussi ce qu'ils ont envie de faire. C'est ça aussi qui les permet d'être confortables chez nous. Parce que il aurait pu être dans un label international qui lui aurait dit c'est quoi ce son. Alors que on n'a aucune nous, justement. On est dans cette logique de ces personnes-là, comme l'enfant noir, qu'on n'aurait pas écouté de prime abord, bah, t'es chez Tiémé, donc tu peux m'écouter. Et donc, bah, on t'écoute en fait. Ouais. Et du Voilà. coup, pour continuer de parler du coup de Imera, pour avoir discuté un peu, tu sais, avec des amis ivoiriens et puis pour avoir suivi un peu l'artiste depuis un certain temps, euh, ils le disent, enfin, qu'ils doivent vraiment il doit une grande partie de sa stabilité aujourd'hui grâce à la collaboration avec Tiémé, parce que bon, il sort, comme tu as dit, de Def Jam où c'était un peu serré pour lui, du coup. Avec l'artiste, comment ça se passe la rencontre? Comment tu le découvres? La collab? Comment ça se fait? Et puis qu'il accepte de bosser avec vous. Bon, en soi, ça se passe comment? Première fois que je parle à Imra, c'est sur Instagram. Donc, moi, j'écoute. Déjà, il fait un feat avec J-Bad, Mm. qui est du coup un artiste Qui est signé qui est chez Tiémé chez Music. Tiémé. Et c'est déjà comme ça que je découvre Imra, parce qu'en plus, au début, J-Bad, il me fait ah, j'ai fait un feat avec un rappeur français. Il me dit Imra, mais je dis mais c'est pas un français. Après, je vois, c'est un Ivoirien. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que je découvre déjà, premièrement. Et ensuite, bah, le son, il est dans le projet IDK2. Donc, j'écoute IDK2. Et là, bah, j'ai kiffé. Et donc, moi, tu vois,
quand j'aime bien un artiste, je lui envoie un message, tu vois. Qu'il me réponde ou qu'il me réponde pas. Et j'envoie un message à Emra, je lui dis, je dis quoi déjà? Je lui dis, trop fort, il est K2. Enfin, en mode, lourd. Ouais. Enfin, félicitations, quoi. Et je m'attendais pas trop à ça, mais il me répond, il me dit, ouais, merci, ça fait plaisir. J'espère un jour, on travaillera ensemble. Et parce que il a vu le travail qu'on a déjà fait avec Team Music, etc. Et sur le moment, je dis, bah, avec grand plaisir. On est ensemble, Ghana, Côte d'Ivoire, ça bouge pas. Et ouais, moi aussi, j'espère qu'un jour, on travaillera ensemble. Et, et un jour, bah, j'apprends qu'il quitte Def Jam. Et bon, bah, je me dis que c'est l'occasion. Mm. Donc, je lui envoie un message. Je lui dis, bon, bah, écoute, tu quittes Def Jam. Nous, on est là, on sera intéressés. Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Ouais. Et on s'arrange et on démarre avec la mixtape une fois. Donc après, la mixtape une fois, c'était déjà un truc sur lequel il avait déjà J'avais bossé. déjà Donc on bossé travaille un sur peu. un projet fini, mais on travaille sur un projet fini sur lequel il faut apporter de la force. Donc on l'a, on l'a aidé financièrement, on l'a structuré aussi la sortie pour que ce soit bien carré, pour qu'il puisse avoir les playlists, pour qu'il puisse être bien mis en avant sur les plateformes de streaming, etc. Pour que tous les sons soient bien crédités et tout. Et ensuite, aussi pour certaines opérations, tu vois, quand on voit qu'il y a des projets qui fonctionnent bien, des clips, des sons qui fonctionnent bien, on est toujours dans la communication de se dire, ah, il y a ce truc, les datas qui nous disent que ce truc-là, ce serait bien de le pousser, poussons-le, tu vois. Et à ce moment-là, par exemple, il y avait le son Gâté d'Anina avec Suspect Ouais. 95 qui fonctionnait bien. Il m'a dit, ouais, ce serait bien qu'on investisse sur le clip. Il est venu nous demander. Et nous, on s'est dit, bah oui, bien sûr, parce que ça fonctionne bien et ça va juste permettre au clip d'aller, au titre d'aller plus loin. Et si le titre il va plus loin, l'album il va plus loin. Et en fait, on continue à faire avancer la marque Imra, tu vois. Ok. Et ensuite, moi, c'est beaucoup ma sœur qui du coup était présente avec lui parce que elle avait sa facilité de voyager entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et moi aussi, venait souvent au Ghana pour être tranquille. Parce que bon, bah, je pense que à cette époque-là, elle était un peu moins connue. Elle était beaucoup connue en Côte d'Ivoire. Et du coup, c'était compliqué de marcher dans la rue et d'être tranquille. Et quand il vient au Ghana, il prend vraiment du temps pour aller au studio, enregistrer Jeune et riche, etc. Il Ouais. prend vraiment son temps. On lui met à disposition des compos, on lui met à disposition des studios, on l'aide. Mais ça reste une collaboration où on est vraiment limite égal à égal, tu vois. On ne voulait pas se créer un truc où soit il nous appartient, ou soit nous on se sent lésé ou quoi que ce soit. On est vraiment dans une collaboration où on est égal à égal et les intérêts et les intérêts et les dommages sont partagés, quoi. Donc si ça foire pour tout le monde. Si ça Si ça marche, ça marche, ça marche pour marche tout le pour tout monde, le quoi. monde. Et on a avancé comme ça jusqu'à ce que, voilà, nous, quand tu dis qu'on a apporté de la stabilité à Emira, Ouais. bah, je pense que c'est vrai dans le sens où on avait ce côté très carré de se dire que voilà, on va faire les choses, sortie, euh, upload, tu vois. Enfin, on lui a montré aussi que il y avait de l'intérêt à respecter les codes des plateformes de streaming pour justement en bénéficier, en fait, tout Ouais. simplement. Et justement, il a réussi à en bénéficier jusqu'au point que, voilà, aujourd'hui, tu le vois dans toutes les playlists, aujourd'hui, tu le vois en cover, aujourd'hui, tu le vois sur toutes les plateformes. Et ses sons performent bien. Et après, le reste, on va pas se mentir, hein, c'est les ultras, hein, c'est les apporter du contenu pour que la fanbase puisse consommer. Ouais. Et une fois que ça consomme, les algorithmes ils fonctionnent aussi. Et lui aussi, après, derrière, il est très présent sur les réseaux sociaux. Alors avec que ce soit les clashs et Ouais. autres. Mais en tout cas, ça a permis de faire en sorte que la marque évolue. Et bien entendu,
on y a fortement contribué. Ok, super. Et justement, dernièrement, il y avait un concert, il a fait le plein du Zénith, on y était quasiment tous, Ouais. tu y étais aussi. Sur ce genre d'opération pour un artiste, est-ce que c'est de votre responsabilité? Comment vous arrivez à financer ce genre d'opération? C'est vous directement de votre poche? Comment vous voyez les sponsors? Vous présentez le projet? Comment ça se passe, la mise en place d'un tel événement, enfin, aussi grandiose, que ce soit la Non, com, bon, en etc. gros, ça, c'est. Enfin, peut-être que tu l'as pas vu, mais c'est une société de production avec laquelle on s'est mis Associé? d'accord. Ok. Donc, c'est pas TME Musique qui organise le concert. Nous, on est là parce que il y a les artistes, il y a les personnes avec qui on discute, etc., pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais ceux qui financent, c'est une société de production. On a travaillé avec Non-Stop Production, qui fait les concerts de Gazo, de Tiakola, Donc, enfin, en voilà quoi. C'est gros, une vraie société de quand tu n'es pas production. vraiment du domaine, donc en vrai, il y a des sociétés qui sont vraiment là Ah ouais, qui dédiées font du pour. live. Ok. C'est ça. Tu as des sociétés qui font du live. Après, nous, justement, moi personnellement, euh, par exemple, Imra, j'ai toujours su que c'était une bête de scène. Parce que Euh, la première fois, bah justement, une fois qu'il sort, une fois, je crois qu'il fait un truc qui s'appelle le concert sauvage au stade d'Angré. Et je vois les vidéos et je suis choqué. Et je vois les vidéos sur les réseaux sociaux, je suis choqué des fans, de comment l'énergie qu'il a sur scène, etc., etc. Et cetera. Et je comprends qu'en fait, lui, c'est la scène. hmm. Donc, s'il faut vraiment le mettre en avant quelque part, c'est sur scène. Parce que c'est sur scène où il va impacter. Et c'est sur scène qu'après, il va rentrer dans la tête des gens. Et c'est avec la scène que tu vas devenir plus fan de l'artiste. Ensuite, quelques mois après, on sort Jeune et Riche. Et quelques mois après, il fait le Palais de la Culture. Et ça aussi, c'était un concert limite mythique pour la carrière Ouais, d'Imra. Parce qu'en fait, c'est là où, en tout cas, moi, pour moi, c'est de là où vraiment tout tout part. prend Ouais. une autre envergure. On le voit, enfin, tu vois, il fait des pompes sur scène et Ah tout. ouais, on Les y a eu torse droit nus, encore. etc. Voilà, il chante Koulibaly, Diabaté, enfin, tout le monde est à fond et tout. Et, et ensuite, plus ça évolue, tu vois, on sort différents titres. Après ça, on enchaîne. On se dit, il y a un momentum qu'il faut pas lâcher. Donc, il y a Solo qui sort, il y a Vêtements qui sort, il y a Cadeau avec la mano qui sort, il y a Yorobo Drill 3 qui sort, Ouais. il y a Banger qui sort. Et Gros juste. banger. Bon, Ouais, Banger, hein, banger. Et il y a surtout le fameux concert au Parc des Expos où il devait le faire à l'intérieur, mais c'est tellement rempli qu'il est obligé de le faire à l'extérieur. ouais. Et ce concert aussi là, c'était un concert mythique. Et étant donné que les gens ils avaient commencé à voir sur les réseaux sociaux la puissance, ils se sont dit, il faut que je vienne le voir en vrai. Donc, t'as énormément. Nous, on avait invité aussi énormément d'artistes francophones. Genesio, on l'avait invité. On a invité Kershak. Il y a d'autres artistes qui sont venus comme Lims, Samu, Ouais. genre Le Juice, Ivoire Doll. Enfin, il y a vraiment énormément d'artistes qui sont venus à ce concert-là et qui a rendu ce concert mythique, qui a encore permis à Emra de passer à un autre step. Et après, il y a les médias français, Bouscapé. Et là où vraiment, moi en tout cas, c'est une fierté personnelle parce que c'était vraiment un gros challenge. Là où vraiment, pour moi, il y a ce truc de Imra devient international, Ouais. c'est quand il fait la scène des flammes. Ouais, les Quand flammes, on fait les flammes, grosse perf, grosse. Là, ça avait pop, quoi. C'est où moi, j'ai des amis de mon entourage, enfin, d'ici, qui ne connaissaient pas vraiment l'artiste et qui me disent, ouais, ouais, c'est qui ce mec et tout. Ultra chaud, quoi. C'était vraiment un truc énorme. de Surtout, fou, comme tu as dit, une vraie bête de scène, surtout sur la scène, l'énergie qui dégageait et tout. Je de pense que fou. c'était les flammes, quoi. C'était vraiment le feu qu'il fallait pour ça, ouais. C'est ça. Et le fait de se dire que tu sais que c'est une bête de scène et que
c'est la télé et ils attendent une bête de scène, moi, dans ma tête, je me dis, c'est le gars parfait. Et là, il va faire une performance incroyable. Et la performance était incroyable. Mm. La performance était incroyable, que ce soit les danseurs, le stylisme, l'entrée, les motos, l'enchaînement des sons, et la fin avec la moto en feu, etc. Ouais. Enfin, tout était parfait. Et après, voilà, hein, le gros challenge aussi, c'était de le mettre sur des festivals en Europe. Donc, il y a eu Yardland, il y a eu Les Ardentes. Il a aussi été présent au K54. Après ça, c'était pas forcément euh, de mon fait personnel, mais bon, au Mm. moins, ça en a fait partie. Et après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Le gars est trop fort. Tu vois, le Ouais, gars est trop fort. Donc, de fou, vraiment, vraiment faut juste big up. permettre à ce que ça aille toujours dans la bonne direction pour pas que ça se perde ou ça se. Tu vois, parce que c'est facile aussi. C'est l'industrie de la musique. Au bout d'un moment, voilà, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de trucs. Donc, nous, on essaye de faire en sorte que dans tous les cas, il n'oublie pas la chose principale, c'est faire plaisir à ses fans, faire de la bonne musique, partager la culture. Et c'est surtout qu'en fait, là, avec ses accomplissements, euh, ce truc qu'on appelait le rap ivoire qui était très local devient en fait un style de musique avec une portée internationale. Ouais. Quand tu as Imra qui fit avec Chef G, Sika dans le sac MS, OPP en PLS. J'ai la voix de DMX, ma bague. qui est américain, tu te dis on a ramené le rap ivoire aux États-Unis, tu vois. Oui, justement. Et c'est une réalité. Et, Justement, et c'est pas un hasard que ce soit Imra qui fasse ça, tu vois. ouais. Donc, on fait changer le rap ivoire de dimension. C'est plus le rap ivoire pour la Côte d'Ivoire, ça devient le rap ivoire international et ça devient le rap de la francophonie aussi. Parce qu'il y a le rap belge, il y a le Mm. rap québécois, il y a le rap français, mais il y a le rap ivoire aussi. Et aujourd'hui, le porte-étendard du rap ivoire, c'est Imra. Et c'est pas un petit artiste. C'est Ouais. vraiment. Il peut concurrencer avec les plus gros artistes français. Et voilà. Mais tout en restant humble. Voilà, on arrive tranquille. On Voilà, on se s'installe, fait notre pépère, petite place. Voilà, tranquille, doucement. Mais on va s'installer. ouais. Bah, nouveau boss, hein, si t'as vu son entrée au Zénith, Bah, elle est incroyable. j'étais dans la fosse. Les gars étaient aussi là, ils étaient fous en mode vas-y, dinguerie, quoi. Non, vraiment, vraiment, gros big up, vraiment travail énorme. Et c'est bien comme tu as parlé du feed, du coup. J'allais en venir, vu tu sais, le petit côté stétois, parce que ben voilà, même vestimentairement parlant, par rapport à toi, tu as vu, on sent une grosse influence state, le flow, etc. Je voulais savoir si tu aimerais plus aller chercher de ce côté-là encore, avec, ou si tu as des projets en cours de ce côté-là, si tu as une vision par rapport à ça. Est-ce que c'est un objectif clair pour toi aujourd'hui, aller chercher les États-Unis pour tes artistes, ou même pour toi, businessment parlant? Oh, les États-Unis, ça reste quand même un gros marché. Maintenant, est-ce que c'est une fin en soi? Non. S'il y a une opportunité, bien sûr. Mais moi, personnellement, ma vision, c'est l'Afrique. Demain, j'ai envie de me dire que on n'a pas besoin des États-Unis. Tu vois? Maintenant, voilà, la musique, le plus gros marché de la musique reste les États-Unis. Si demain, on arrive à avoir un hit aux États-Unis, personne ne dira non. Tu Ouais. vois. Mais je suis personnellement, hein, après, t'en as d'autres qui te diraient autre chose, mais je suis satisfait d'avoir des hits en Côte d'Ivoire, des hits en France, des hits au Ghana, qui sont partagés à travers les personnes issues de la diaspora, que de me battre pour absolument avoir un hit aux États-Unis ou quoi que ce soit. Mais ça n'empêche que, tu vois, je veux dire, si demain
Imra, il peut faire un autre feat avec un autre Américain, mais bien sûr qu'on va le faire. Mm. Il n'y a pas de raison. Si demain, il peut faire un feat avec un British, bah, on l'a déjà fait d'ailleurs avec Abracadabra, qui est un Ghanéen issu de la diaspora. Ouais, un Ghanéen issu de la diaspora britannique. Euh, on a fait un son avec Abracadabra. Enfin, on va pas se. Justement, l'idée, c'est de. Comme je te dis, on est dans une vision panafricaine et la vision panafricaine, ça inclut la diaspora. Les Américains, qu'on le veuille ou non, c'est la diaspora aussi, tu vois. Donc, c'est c'est permettre, en fait, à d'avoir cette vision sans barrière. Alors là, on parle d'Imra, Ouais. mais on peut aussi parler des autres artistes Ouais, qui, eux justement. aussi, ont envie de collaborer avec les francophones, les Américains et autres et autres. Mais bon, Imra, actuellement, Le boss. c'est actuellement l'artiste qui, euh, en tout cas dans nos structures, traduit le mieux notre vision. Parce que clairement, c'était un artiste qu'au début, le pays a un peu négligé, la drill a été mal comprise, sa confiance en lui a été dénigrée ou transformée en arrogance. Euh, et en fait, c'est quelqu'un qu'on voulait pas écouter, tout simplement. Et encore une fois, nous, justement, on se considère comme étant les porte-voix des personnes qui sont pas entendues. Donc, quand finalement Thiemé Musique collabore avec Imra, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on va faire entendre ta voix à ton peuple, au monde, et ils vont kiffer, quoi. Mm. Tu vois. Ça, c'est super. Et vous faites un gros, gros boulot avec des artistes ghanéens. Je pense notamment à Djibad, Arthur aussi, euh, les Asaka Boys, dans le temps. Où est-ce que tu vois justement cette musique dans 10 ans? Est-ce que tu vois l'évolution? C'est quoi les tendances aujourd'hui? Est-ce que ça va rester dans le même canal? Ou de ta position à toi de producteur, est-ce que tu vois des petits rythmes qui arrivent petit à petit? Parce que on assiste, la musique, elle se transforme. C'est un truc qui n'est pas vraiment statique, ça évolue avec le temps. Par exemple, en France, on a eu la trap, on a eu un peu aujourd'hui un peu la drill, le hip-hop, machin, l'afrobeat un peu qui revient. Toi, est-ce que tu vois cette évolution et où est-ce que tu vois un peu cette musique, cette tendance dans 5 allez, 10, 5 ans d'ici là? Hmm, en toute humilité, je ne saurais pas te dire, mais je vais suivre et je vais voir. Parce Est-ce que que ça tend à je- plus s'occidentaliser que de revenir aux non, je sources, pense prendre que des rythmes ça, de chez nous un peu? justement, ça se localise plus. Parce que, encore une fois, il y a de plus en plus de facilité à devenir bankable en étant local que forcément s'exporter. Donc, en fait, les sonorités locales commencent à prendre de plus en plus le dessus. Et même, on le voit dans les marchés qui sont stables. C'est-à-dire que, par exemple, en France, pour nous, c'est la France. Mais en fait, on Mm. est dans un marché très, très local. La musique américaine n'est plus très jouée ici, tu vois. Mm. Donc, c'est très, très local, la France, en fait. À titre de comparaison au Nigeria, au Ghana, etc., la France, c'est super local parce que le top 10, c'est full français. Oui, En c'est plus, c'est fou. full du rap. Mais c'est très, très local. On n'écoute pas les Allemands, on n'écoute pas les Italiens, on n'écoute pas les Espagnols. Et pourtant, eux nous écoutent, tu vois. Ouais. Et, et du coup, pour te répondre, je pense que la tendance, elle sera plus localiser les marchés. Mais après, justement, je pense pas que ça sera un défaut. Justement, je pense que ce sera une richesse culturelle qui pourra être partagée au monde. Et en fait, apporter un son local et après faire des collaborations avec d'autres personnes qui apportent leur touche locale de chez eux Mm. pour créer des nouvelles choses, ça, pour moi, c'est clairement l'avenir. Après, est-ce que c'est de la drill? Est-ce que c'est de la trap? Est-ce que c'est de l'afrobeat? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Bon, ça, je saurais pas te dire, parce que ça peut. Demain, je te dis n'importe quoi, mais le disco, ça peut redevenir à la mode. Ouais. Mais c'est une question de tendance, c'est une question de mode, et ça se contrôle pas. C'est
la musique, ça reste un truc de jeunes. Et aujourd'hui, c'est la génération qui sont nés en 2000 qui décide des tendances. Mais dans 10 ans, ce sera la génération qui serait née en 2010. Et, euh, et nous, on va trouver ça nul, tu vois. donc, Pas de donc la... voilà, quoi. Ouais. Ok. Et pour revenir un peu à l'actualité, à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je pense notamment à l'arrivée des IA dans la musique depuis un certain temps. On a eu récemment le remix de Papa Outé qui a fait un carton qui était top 1 Spotify pendant un moment, qui était totalement généré par l'IA. C'est quelque chose que vous suivez? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? C'est quoi votre regard du coup des acteurs de la musique là-dessus? Est-ce que tu en as discuté aussi avec des gars un peu voilà. Oui. Bah, moi, regard que j'ai là-dessus, c'est plus par rapport au beatmaker, tu vois. Enfin, j'ai plus ce point de vue-là. C'est ce truc de se dire, ouais, mais est-ce que ça va pas tuer les beatmakers? Et maintenant, qu'est-ce qu'un vrai beatmaker? C'est-à-dire que avant, un beatmaker, il savait faire la prod de A à Z. Aujourd'hui, tu as des personnes qui se disent beatmaker, mais qui utilisent l'IA pour générer des boucles, etc. Et du coup, forcément, entre le beatmaker traditionnel, on va dire, et le beatmaker qui vient de commencer, mais qui commence avec l'IA, tu as toujours ce truc de se dire, mais t'es pas un vrai beatmaker, du coup, parce que tu sais pas le faire. Et, et le sujet, c'est de se dire, mais le public, est-ce qu'il fait la différence? Et... Mais c'est ça le problème aussi. Parce que tu peux te dire que, ouais, mais moi, j'ai fait le violon, j'ai fait la bassline, j'ai fait la drum, j'ai fait les hi-hats, j'ai tout fait. Mais en fait, quand ça sort, le public ne se pose pas la question de qui a fait la drum ni rien du tout. Et donc, est-ce que ce soit fait par un être humain ou est-ce que ce soit fait par un IA, le public, ça le dérange. Et en fait, je pense que c'est plus une question d'éthique. Éthique. C'est plus une question d'éthique, de savoir, de se dire que est-ce que ça a été vraiment fait avec l'âme? Parce qu'en fait, la musique, ça reste quand même, entre guillemets, une œuvre de l'esprit, tu vois. C'est un truc sur le moment. Tu as envie de faire une mélodie, ça te sort du cerveau et tu te dis, ah, je vais faire une mélodie comme ça. Mais la même mélodie, ou même une mélodie similaire, elle peut être faite par une IA, mais tu vas juste te dire qu'il n'y a pas d'âme. Mais je pense que ce sera au public de choisir si demain ils seront concernés de savoir est-ce que c'est un être humain qui a fait la composition ou est-ce que c'est une machine. Mais à l'heure actuelle, à ce que on peut constater, on peut voir que le public ne fait pas la ne différence. fait pas la différence. Ouais, Donc peut-être qu'aujourd'hui, nous, comme on voit la transition, ça fait peut-être un peu peur ou c'est un peu triste à voir. T'en as qui se disent ah, ça va changer, ouais. donc etc. Mais ça se trouve, dans 20 ans, Parce que dans 20 ans, ce sera la base. Les mecs, ils vont se dire mais attendez, mais pourquoi vous utilisez tout ça? Vous pouvez utiliser l'IA et ça va vous faire votre prod. Mais comme nous actuellement, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire de la compo, je le fais avec Logic Pro et j'ai tous mes instruments. Mais je me dis, mais putain, mais il y a 50 ans, il fallait vraiment avoir le piano et le compresseur, etc. Et tout était en manuel. Et donc, tu as toute une génération de gens qui se disent, ouais, mais vos compresseurs, plugins, tout ça, c'est nul. mais moi, vu que je suis pas né avec ça, bah, ça me dérange pas, à la limite. Je savais pas comment c'était avant. Donc, voilà. Mais dis-toi que tu auras une génération qui ne saura pas vivre sans IA. Donc, qui n'aura pas connu la vie sans l'IA. Et donc, quand tu vas lui dire qu'avant, quand tu écrivais un mail, tu l'écrivais de A à Z, il va dire quoi? Ça semble fou. Ça semble fou, même encore aujourd'hui. Donc, voilà. Et dernièrement, je pense ils ont découvert qu'il y avait un artiste qui avait des millions de followers par mois et tout, qui était virtuel, j'oublie le nom. Il y avait des photos même qui étaient générées par IA et tout. Est-ce que toi, tu produirais si un mec, il te ramène, il dit, OK, là, c'est mon Spotify et tout, j'ai voilà tant d'auditeurs par mois, mais je te dis la vérité, l'artiste, il n'existe pas, c'est une IA que moi, j'ai produit. Est-ce que toi, tu distribuerais ça, en tout cas? C'est une très bonne question. Est-ce que...
je... c- c'est une question. C'est Là, une j'ai pas la question réponse. à En fait, réfléchir. j'ai un peu un dilemme dans le sens où je suis pas contre l'IA, mais j'aime bien l'humain. Ouais. Et j'estime que l'art, ça reste un truc qui est propre à l'humain. Propre à l'humain qui a les Les capacités émotions. Ouais. cognitives et les émotions de créer. Tu vois, je veux dire, on n'est pas des animaux. Donc, si demain je dois produire de l'art, aider quelqu'un à faire de l'art, je préférerais que ce soit un humain qu'une machine. Mais après, si tu as un truc artistique qui est généré par une machine, et étant donné qu'après, du coup, moi, je gère un business, je gère une société et je dois faire de l'argent, si demain, tu as un truc qui me le génère automatiquement, bah, j'ai ce dilemme de se dire, bon, est-ce que là, je privilégie l'art humain ou je privilégie la machine qui va générer de l'argent? C'est une question. Là, je ne saurais pas répondre. Mais en tout cas, c'est les deux questions que je vais me poser. Ok. Et aujourd'hui, par rapport à ton parcours, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, un jeune, que ce soit dans la musique ou même entreprendre dans le domaine de la musique? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Par où est-ce que tu lui conseillerais de commencer? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, aujourd'hui, en tant que, voilà, en tant que producteur, peut-être en tant que fan ou en tant qu'humain, toi qui connais les rouages, etc. Ah bah, je dirais d'être curieux, c'est-à-dire que en fait, il y a tellement de choses à découvrir. C'est-à-dire que si t'es pas curieux, si tu parles pas aux gens, si t'es pas un minimum, si t'as pas envie, un minimum d'en savoir plus, euh, tu vas pas réussir. Et, et le seul moyen de réussir dans ce milieu, c'est d'être curieux et de savoir qu'est-ce qu'un tel fait, que ce soit un beatmaker, que ce soit un ingénieur du son, que ce soit un manager, que ce soit un producteur, que ce soit un booker, que ce soit un business à faire, etc. Alors des fois, c'est pas facile d'avoir accès à ce genre de personnes, mais en fait, il y a toujours quelqu'un, tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans Ouais. la musique, et au final, en posant les bonnes questions, en étant intéressant, en étant pertinent, en essayant les choses soi-même aussi, de temps en temps, en testant, euh, c'est comme ça que qu'on voit qu'on voit des résultats ou des opportunités s'ouvrir à nous. Donc, la curiosité et aussi le, l'audace de tester des choses que on n'essaierait pas de tester, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, moi, je pars du principe qu'au bout d'un moment, en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, et c'est pour ça que je te dis que l'éthique m'a permis de me révéler, c'est que je me mettais des barrières moi-même. Et en fait, au bout d'un moment, dès que je me suis rendu compte que rien n'était impossible, c'est pas parce que un tel il y arrive que moi je peux pas y arriver. Et surtout, je me suis rendu compte que finalement, qu'il y a un tel il y arrivait, mais quand moi j'ai réussi à le faire, je le faisais mieux que lui. Bah, c'est qu'en fait, on est tous des êtres humains et que en fait, on est tous capables de faire certaines choses au même niveau, quoi. Faut juste être curieux, faut juste avoir envie d'apprendre, faut juste être audacieux. Et après, faut voir ce qui arrive, enfin, faut voir ce qui arrive à l'issue de tout ça, quoi. Ok. Et du coup, s'il y a des choses que tu devrais faire différemment aujourd'hui par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y en a où tu estimes que tu as fait ce qu'il fallait, même si ça a foiré parfois ou pas, mais est-ce que tu estimes que tu as... Parce que, ouais, bah, tu Faites peux te dire, attention à ok. vos associés. Non, je rigole. Bon, non, si, c'est vrai. Faites attention avec qui tu t'associes, c'est tout. C'est peut-être la seule chose que je ferais différemment, mais en même temps, non, parce que peut-être que, ce... peut-être que cette expérience m'aurait pas permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, d'un côté, ça m'a forgé, même si ça m'a blessé, mais, le dire que je le referais différemment, peut-être pas, parce que je sais pas ce que j'aurais eu si je l'avais fait différemment. Et aujourd'hui, ce que j'ai,
J'en suis quand même assez satisfait. Et je suis content à mon niveau, hein, à mon humble niveau, pouvoir contribuer, par exemple, à l'expansion du rap ivoire, à la au démarrage de carrière de certains artistes, au boostage de carrière d'autres D'autres. artistes, à l'ascension fulgurante d'un gars d'un jeune Ivoirien comme Mimra. Enfin, je suis content de pouvoir contribuer à mon humble échelle à tout ça, quoi. Donc, euh, je pense que faites attention à vos associés, ça reste quand même un conseil très Savoir bien important. s'entourer, c'est ultra Mais important. je pense que dans mon parcours, bah, il fallait que je passe par là. Ok. Et actuellement, quels sont les projets sur lesquels tu travailles? C'est quoi tes actualités? Ce qu'il faut savoir, ce que tu fais aujourd'hui? Euh, Bah, en gros, aujourd'hui, on est sur Team Music version 2026. Donc, c'est des nouveaux artistes. Actuellement, on travaille avec un artiste au Ghana qui s'appelle Gona Boy, qui est très très fort, qui commence à vraiment tout casser là-bas. On découvre des nouveaux artistes en Côte d'Ivoire qu'on va signer très prochainement. Des artistes au Nigeria avec lesquels on va bosser très prochainement. On a envie de structurer un peu plus la partie édition. Donc tout ce qui est droit d'auteur, tout ce qui est collaboration entre les compositeurs, les auteurs, créer des camps, des writing camps, enfin des camps d'écriture, qui permet de réunir plusieurs auteurs-compositeurs, peut-être dans une même maison ou dans un même studio, et, euh, et, euh, et créer, de créer des nouvelles choses. Euh, je te dis ça en tête parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais ouais. il y a il y a des collaborateurs avec qui je travaille, avec qui ont envie de faire des compiles où on peut mélanger des artistes ivoiriens avec des artistes français, etc. etc. Donc, on vient de commencer l'année 2026, on verra ce que On ça verra donne ce à que la ça fin. donne. Ouais. Tu vois, Et l'année dernière, quand j'ai commencé l'année 2025, j'aurais jamais cru que ça finirait comme ça au Zénith avec Imra en trône en plein Paris, quoi. ouais. Donc là, je peux pas te dire. Tous les ans, je suis surpris. Donc, Ok, top. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? moi, la santé, hein, en vrai, j'ai failli, euh, j'ai failli mourir. Bah, c'est la partie dramatique. J'ai failli mourir d'un accident de voiture. J'ai failli ouais, y passer après pas mal d'opérations. Donc en vrai, maintenant, moi, c'est la santé. Hein, tant que je suis en bonne santé, que mon cerveau il fonctionne, le reste, c'est du bonus. Ok, bah Ouais. super. Franck, c'était vraiment un plaisir de te recevoir ici dans The Open Également, Source c'était un Show. plaisir d'échanger. Vraiment, on a apprécié vraiment ce moment d'échange, de partage. Euh, Personne très chaleureuse, agréablement surpris. Et voilà quoi. Donc, on arrive à la fin de cette émission avec, je le rappelle, Franco Semenza, qui est du coup CEO et fondateur de TMA Music, une plateforme de distribution qui travaille avec de très gros artistes, notamment au Ghana, je pense à J-Bad, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, un peu partout, et qui a justement cette envie-là, cette flamme-là de faire rayonner la musique africaine. Donc, on va juste te dire merci et on te souhaite le meilleur, comme tu as dit, plein de santé. Merci à Et vous aussi. Grosse force à votre média. bah, merci beaucoup, on espère, on se lance encore, on commence. Comme tu as dit, l'essentiel, c'est de bosser et de se dire les meilleurs jours sont devant, quoi. Ouais. Donc voilà la team, likez, abonnez-vous pour qu'on ait des invités de ce calibre, qu'on continue à vous faire plaisir. Voilà, c'était Monsieur Tony pour The Open Source Show et on se revoit dans une prochaine vidéo.